La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission avant la longue pause estivale. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Cette semaine, nous terminons donc ce semestre avec un entrepreneur dont la société est passée d'un peu moins de 40 employés quand il l'a rejointe, sur une proposition du fondateur, son père d'ailleurs. Mais aujourd'hui, plus de 1600 employés, donc une croissance extrêmement forte. Une société pourtant peu connue du grand public, même si elle est active dans l'événementiel, c'est parce qu'elle intervient en coulisses pour le compte de ses clients. On parle du groupe genevois MCI, dirigé par Sébastien Tondeur. Avant de nous intéresser au groupe, on va se plonger déjà dans le parcours et la vie de notre invité, tenter de comprendre sa vision du travail et la place qu'il occupe. Sébastien Tondeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La semaine dernière, nous recevions Peter Brabeck, ancien grand patron de Nestlé, dans cette émission. Il évoquait des changements générationnels importants, notamment dans la place que le travail occupe dans nos vies. Selon lui, la notion de work-life balance n'est pas vraiment un bon calcul et la jeune génération se trompe en voulant reléguer le travail au second plan. Vous, quel est votre avis sur cette question ? Non, je ne crois pas que c'est relégué au second plan. En fait, on n'a qu'une seule vie, on n'a pas de vie. La vie privée, la vie professionnelle, c'est comme parfois je vois des personnes qui ont 2 téléphones portables. Je trouve que c'est se compliquer la vie. En fait, on a une seule, donc il faut aligner ses valeurs personnelles et ses ambitions et que ce soit cohérent dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Donc il faut faire des choix cohérents. Alors comment on fait pour pas que l'un empiète sur l'autre et pour garder une unité entre ces deux parties sans les scinder ? C'est la collaboration, donc c'est choisir son travail et choisir sa vie qui est dans des choix. Donc par exemple, pour ma part, j'ai fait un choix de vie, de voyager le monde parce que je me nourris de la richesse culturelle du monde. C'est quelque chose, je suis curieux, ça m'attire. Et donc, avec mon épouse, on développe une famille qui aime aussi voyager, par exemple. On parle souvent dans la société d'aujourd'hui d'une perte de sens, manque de perte de spiritualité. Quel est le but dans la vie ? C'était un peu ce que disait Peter Brabeck. Est-ce que le travail, ça peut être un magnifique but dans la vie ? Parce qu'on apprend, on se développe, on grandit à travers un emploi. Vous, comment est-ce que vous arriveriez à définir le but de votre vie ? Alors, c'est intéressant, c'est profond. Un peu de philosophie pour commencer l'émission. Déjà, je dirais, je dirais c'est kiffer. Donc, c'est avoir du plaisir tout le temps. Je pense que c'est ce que mon père m'a toujours dit. Je me souviens, il m'a dit, tu travailles pour te faire plaisir avant tout. Et donc, je pense que c'est ça qui est au centre de mon choix. Donc, dans ma vie ou dans mon travail, je vais kiffer. Donc, j'ai fait des choix. Je suis content d'avoir ce travail. C'est par choix que je le fais et par choix que l'intensité que j'y mets est par choix. Et de la même manière, dans ma vie, je mets beaucoup d'énergie également pour kiffer. Et kiffer, faire du bien aux autres aussi, j'imagine. Ça remplace peut-être une quête spirituelle ou ça peut combler le vide existentiel que les humains ressentent parfois. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir des fois. Donc, il faut être très occupé dans la vie et dans le travail. Comme ça évite de se poser trop de questions. Peter Brabeck évoquait aussi un changement générationnel dans la manière de voir l'avenir. Il expliquait qu'au début de son parcours, le meilleur était à venir et qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que les jeunes voient. Quand vous regardez vers l'avenir, vous avez l'impression de voir le meilleur, de voir quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, comment vous ressentez cet avenir ? L'avenir va être ce qu'on en fait ensemble. Donc, si on veut influence sur l'avenir du monde, il faut faire des choix de vie et de carrière. Et peut-être si on veut influencer, pour ma part, ce qui est important pour moi, c'est que je veux construire un groupe qui donc va être pérenne pour les prochaines 100 années. Pour moi, ma fierté, vu qu'on n'a pas une stratégie patrimoniale, c'est-à-dire que de détenir ce groupe en tant que famille pour 100 ans, pour moi, ce qui est important, c'est de construire ce groupe qui peut continuer parce qu'il y a des gens, des talents qui travaillent, qui ont choisi par passion de faire ce métier. Donc, je veux que ça dure, que cet outil, je pourrais dire, puisse contribuer aux autres après moi.
Et vous avez commencé tôt, hein, Sébastien Tondeur. Vous écrivez sur LinkedIn, sur votre biographie. J'avais 7 ans quand j'ai commencé mon premier projet entrepreneurial, armé d'une feuille de papier vierge et d'un stylo. Mon ami Thierry et moi avons prévu de concevoir et de vendre des bandes dessinées. C'était une manière de gagner de l'argent de poche. Vous vous rappelez ce qui motivait cette démarche ? C'était l'aventure, c'est le goût de l'aventure, la découverte, la création, l'innovation, la liberté, d'accomplir quelque chose d'unique, de passionnant. C'était ça. La vendre, c'est aussi important pour vous que de la faire à cette époque-là ? Oui, il faut. Alors, le concept de la bande dessinée, il faut qu'elle plaise. Si elle ne plaît pas, pas de bol, c'est retour à la case départ. Donc, oui, il y avait un côté de le regard des autres. Ça fait plaisir de réussir et d'avoir un regard. De contribuer donc au bonheur, par exemple, à travers une bande dessinée, au rêve de chacun, peut-être que quelqu'un s'inscrive et est inspiré par ce qu'on fait, en fait. Je pense que c'est surtout ça que je cherchais. Vous êtes binational, passeport suisse et canadien. Vous avez grandi en France, dans une communauté hippie. On l'apprend dans un extrait d'une biographie écrite par l'agence la Distillerie des mots, c'est exact ? Oui, au tout début, pendant les 5 premières années de ma vie, en effet, mes parents étaient dans une communauté hippie. Donc vous n'avez pas de souvenir concret de comment ça se passait ? Oui, j'ai une souvenir de vivre dans une maison avec plein d'autres familles et de collaborer, d'avoir beaucoup de plaisir et un environnement très donc familial où on collabore pour réussir ensemble. Vos parents, plus tard, vous ont expliqué cette démarche pourquoi aller vivre dans cette communauté ? Non, je ne crois pas qu'on a eu cette discussion profonde du pourquoi. Je crois que peut-être que même n'avaient pas de raison. Ils ont suivi les vents, ils étaient libres et ils voulaient tenter quelque chose. Et puis ils ont essayé et puis c'était sympa. L'entreprise qu'a cofondé votre papa s'appelle MCI, Minds, Communities, Ideas. Ça a un lien avec cette communauté ou sa philosophie ? C'est sûr, c'est pas anodin qu'on a fini dans un métier qui rapproche les gens. Je pense qu'il y a un fil rouge chez chacun et le nôtre est sans doute là. Donc ce lien d'être dans le métier, de réunir des gens pour réussir un projet commun autour d'idées innovantes et nouvelles idéalement. Il y avait aussi les voyages chez vos grands-parents, eux, à Montréal. Quels souvenirs vous gardez de ces voyages-là, de cette époque ? Pour moi, cette époque, alors si je devais résumer ces voyages tous les étés, quand j'étais donc de 0 à 16 ans, on va dire à peu près, on allait tout l'été, on passait à Montréal. Pour moi, c'est un peu le rêve américain que j'ai vécu et ce goût de l'aventure, la ruée vers l'or, aller vers l'ouest, on va aller chercher l'or dans l'ouest. Donc c'est vraiment ce que j'ai recherché. Ça vient d'où ce rêve ? Ça vient de, je sais pas, je sais pas d'où ça vient. C'est des envies que j'avais. La conquête de l'Ouest, ça m'a attiré. Je me souviens voir beaucoup de westerns quand j'étais petit. J'avais été, pour la petite anecdote, mais un petit peu malade. J'avais raté une année d'école. Et donc, je regardais des westerns de Winnie Pooh. Et ça me faisait rêver, ce goût de l'aventure, de la découverte. C'est excitant. Et de l'innovation, encore une fois, d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Vous avez fait vos études d'ailleurs à Boston avant de rejoindre MCI en 1997. Aux États-Unis. Ouais, c'est pas l'Amérique du Nord. Oui, alors, pas le Canada. Vous vouliez vivre ce rêve américain, donc on peut imaginer que vous aviez des attentes. Vous n'avez pas été déçu par ce que vous avez trouvé en arrivant ? Non, moi je pense que ça a vraiment... C'était exactement ce que je cherchais, je dirais. Donc, un système, on va dire, académique qui repose sur la responsabilité individuelle. Ça s'exprime, par exemple, c'est 15 heures de cours uniquement par semaine, mais environ 3 fois plus de travail individuel. Donc, une grande responsabilité, il faut prendre sa responsabilité. J'illustre souvent ça avec mon premier cours de stratégie. Je me souviens toujours, je suis arrivé aux États-Unis dans le premier cours. Le prof nous dit « Vous avez des questions ?» C'est le premier truc qu'il nous dit. Puis on se regarde tous, il dit pas de questions, ok, chapitre 2. Il fallait lire le premier chapitre, c'est le premier jour. Allez, on avance, allez-y. En préparant l'émission, d'ailleurs, à propos de ce choc potentiel culturel entre les États-Unis ou l'Ouest et l'Europe, Vincent me rappelait qu'on recevait il y a quelques semaines Philippe Dauphet, c'est le directeur de Retraite Populaire, la grande caisse de pension du canton de Vaud. Il a lui aussi étudié et commencé à travailler aux États-Unis. Et puis il est rentré, il était à Seattle chez Microsoft, il est rentré en Suisse, un peu déçu par la superficialité des relations, la difficulté à vraiment nouer des contacts avec des Américains. Il trouvait qu'il y avait des relations plus profondes ou sincères en Suisse, en tout cas dans le canton de Vaud. C'est quelque chose que vous remarquez aussi, parce que c'est un peu un cliché quand on le dit, mais il y a quand même un fond de vrai.
Sûrement, oui, il y a un fond de vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, donc je l'entends beaucoup, donc forcément, ça doit être là. Après, moi, je suis quelqu'un qui est ouvert au monde, je me nourris de la culture. En Inde, c'est pas la même expérience qu'en Chine, qu'en Allemagne, qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'au Brésil. Et moi, je trouve que c'est intéressant partout, c'est différent et on fait avec la situation le mieux possible. Vous étiez aux États-Unis lorsque votre père vous a lancé un coup de fil, vous a proposé de venir travailler avec lui chez MCI. 30 salariés lorsque vous êtes arrivé, donc 1997. Vous décidez de le rejoindre, vous prenez la tête de l'entreprise en 2010. Aujourd'hui, plus de 1600 collaborateurs travaillent dans le groupe. En tant que patron, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on arrive à maîtriser, à garder le contrôle sur une croissance qui est quand même rapide? Alors c'est la collaboration. Il faut savoir qu'on est donc on est des associés, donc on a à peu près 80 de nos directeurs seniors qui ont accès au capital. Donc déjà, ça crée une co-responsabilité. Ensuite, moi je considère que mon travail est un travail de tenir la boussole. C'est-à-dire que les équipes me nourrissent, je les interroge sur les situations, sur le contexte, sur les nouvelles idées, les opportunités de développement. Et ensuite, mon travail, c'est de prendre la boussole et d'essayer de trouver où est le nord. Mais donc nourri par les équipes. Uniquement le dernier 20%, c'est moi. Et c'est quand même eux qui ont fait le gros effort. Et donc on travaille ensemble et chacun son rôle. Comme je dis, moi, mon rôle, c'est celui de PDG, de tenir la boussole, de donner la direction. Et certains ont des rôles opérationnels, d'autres des rôles commerciaux. Chacun a son rôle à jouer. C'est comme pour faire un beau puzzle. En arrivant, 30 personnes, vous aviez plus les mains dans le cambouis qu'aujourd'hui? Alors oui, si ça veut dire est-ce que j'étais opérationnel, donc je travaillais en direct avec des clients, oui, bien sûr, pendant des années, j'ai fait de la clientèle. Aujourd'hui, et c'était mon ambition, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je ne serai pas le meilleur consultant en communication pour nos clients, très clairement. Ça vous manque parfois quand même le contact avec le terrain au-delà des réunions hebdomadaires qu'on peut avoir avec les collaborateurs au-dessous de nous? Alors le terrain, ça me manque pas spécialement. J'y vais aussi pas trop parce qu'en fait, c'est super excitant. Donc après, c'est un peu, on a envie d'y retourner. Donc je fais exprès, on va dire, de pas trop y aller. Plus forcément, quand on est en fait quand même, on représente la direction, ça met aussi la pression. Donc je préfère pas y aller pour pas rajouter une pression. L'organisation d'un événement, la création d'un événement, c'est beaucoup de pression à ce moment T. Maintenant, je suis sur le terrain, mais un autre terrain, donc pas celui des projets clients forcément, même si on en parle beaucoup forcément. Mais je suis sur le terrain de mes équipes. Je passe du temps dans les bureaux pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe, les problématiques clients, les remontées de marché. Donc je passe beaucoup de temps dans les marchés. Vous avez quand même un regard final sur les propositions qui sont faites aux clients? Non, parce que ce n'est pas mon métier de choisir. Encore une fois, je ne suis pas consultant en communication, plus. Dans cette deuxième partie, Sébastien Tondeur, on va parler de la durabilité, mais avant, creusons les côtés événementiels. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, on rappelle, 1600 employés, vous êtes actifs dans plus de 30 pays, c'est un gros chiffre d'affaires, presque 500 millions de francs sur l'année. Actifs dans différents domaines, on est dans le luxe, l'audiovisuel, le marketing, bien sûr l'événementiel, et vos clients, des gouvernements, des ONG, des entreprises privées ou encore des associations. On s'interroge sur l'avenir de l'événementiel. On recevait il y a quelques mois le directeur du Salon de l'Automobile qui fait tout pour que ce salon puisse enfin avoir lieu de nouveau à Genève. On a vu la fin de Baselworld, le grand rendez-vous horloger de Bâle. Pour vous, c'est un point de vue stratégique. Le présentiel pour ces événements, il a quel avenir aujourd'hui ? Alors moi, je pense que le présentiel, ça va être dans les 10 prochaines années, pour donner un chiffre rond, stratégique, et quelque chose, je pense, d'essentiel. J'appelle ça un peu la fin du digital hold-up, parce que de 2010 à 2020, toutes ces technologies ont été créées. Si on regarde les grands groupes de communication qui étaient dans la publicité, on va dire traditionnelle, ont passé leur temps à se transformer pour pouvoir faire le marketing digital. Donc ils ont passé beaucoup de temps là-dessus. Si on regarde l'interview la semaine dernière de Maurice Lévy a interviewé Elon Musk, fondateur de Publicis, un grand concurrent de MCI.
un concurrent parmi d'autres. Maurice Lévy a interviewé Elon Musk et ils ont parlé de 10% de technologie et 80% de comment les technologies vont changer le monde. Et je crois qu'aujourd'hui encore, les grandes décisions vont se faire en collaboration. Si on revient à l'époque de Rome, donc la démocratie était inventée en se rencontrant et en parlant face à face pour prendre des grandes décisions et donner des directions. Et je pense que ça va continuer de la même manière. Donc le présentiel reste important. Et concrètement, MCI, qu'est-ce que vous faites? On peut prendre un exemple ici. Alors vous n'étiez peut-être pas sur le dos de vos équipes, mais il y a quelques jours, le congrès mondial des chambres de commerce se tenait à Genève, organisé par la chambre de commerce de Genève, mais avec l'aide de MCI. Alors qu'est-ce que font vos équipes dans un cas comme ça? Alors, dans un congrès, donc une manifestation avec ce caractère particulier, il faut créer donc un business model déjà. Donc il faut savoir, il faut dire, il va falloir qu'il y ait des revenus et puis il va y avoir des dépenses. Les dépenses, c'est un lieu, c'est du contenu, le contenant, hein, donc les différents intervenants, faire une programmation, il y a des activités de networking à développer, etc. Donc ça coûte tout de l'argent. De l'autre côté, il faut un business model, il faut créer pourquoi est-ce que des sponsors viendraient financer cet événement. Il faut vendre des tickets d'entrée. Donc en fait, il faut créer un plan marketing, un positionnement. Donc c'est vraiment presque comme un mini-business en réalité. On doit créer son positionnement. Ça, c'est avant de se lancer. Avant de se lancer, on définit ça. Et quand on s'est lancé, qu'est-ce que vous faites encore? Alors, quand on s'est lancé, c'est être sûr que c'est le chef d'orchestre. Donc, il y a tous les différents composants de l'orchestre qui se mettent en activation, hein, les intervenants sur le stage, la lumière, le micro, les voitures pour amener les invités ou les transports, etc. Tous les mécanismes en fait, qu'on ne va pas voir quand on est juste participant finalement, mais s'assurer que tout fonctionne à peu près correctement. D'autres de vos clients, Volkswagen, AWS, Watches and Wonders, Pistomite à Paris, que faites-vous pour eux concrètement? En fait, c'est un peu la même chose. Concrètement, ils arrivent vers nous avec une problématique. On aimerait réunir des gens pour pouvoir résoudre une problématique. Donc la problématique, c'est ce qu'on aimerait informer une audience de notre nouveau positionnement. On aimerait collaborer avec différentes parties afin de se mettre d'accord sur peut-être un plan d'action particulier. C'est définir une feuille de route pour son entreprise. C'est présenter un nouveau produit à une force de vente pour qu'ils puissent eux, ensuite, aller le présenter au réseau de distribution, par exemple. Ce sont des clients, des contrats que vous avez sur le long terme avec eux? Voilà, donc nous, quand on parle d'événementiel, c'est vrai que il y a deux côtés à l'événementiel. Il y a le côté, on va dire, grand public, Paléo, c'est un événement. Nous ne sommes pas dans cette activité-là. Nous sommes dans l'activité B2B, ça marche bien avec aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des audiences qualifiées, généralement. Donc ça va être l'audience, on va dire, client VIP, réseau de distribution, chaîne de production et les audiences internes. On a évoqué le nom de Publicis, un de vos concurrents, il y en a d'autres. Comment est-ce que MCI se différencie? Alors, notre grande différence a été que nous avons créé un groupe intégré. C'est-à-dire qu'on détient 100% des parts de tout notre réseau dans le monde entier et les actionnaires sont des associés à la holding. Ce qui fait que notre objectif, c'est de travailler donc avec des grands groupes internationaux, souvent qui ont des activations et des déploiements multi-pays. Et ça me permet le déploiement cohérent, garantir le prix de manière globale et la qualité de bout en bout. C'est un modèle unique. Ça fait penser au cabinet de conseil. C'est juste ou c'est une mauvaise comparaison? Oui, en fait, c'était ma thèse quand j'ai décidé de partir à l'international. Il y a des grands cabinets de conseil qui ont des clients qui travaillent avec eux dans plusieurs pays, hein, les EY, les KPMG, etc., les McKinsey, les BCG. Il y a des grands groupes dans la communication, les WPP, les Omnicom, les Publicis. Et moi, j'ai dit pourquoi dans ma catégorie, il y a seulement des acteurs locaux. Il y a bien des clients qui vont vouloir se déployer de manière globale, cohérente et optimiser leurs achats. Et donc, j'ai construit ce groupe international. Et en effet, j'avais raison, les clients ont commencé à venir et déploient avec nous dans plusieurs pays. Un mot sur la marche des affaires. Évidemment, une activité frappée par la crise Covid, on ne va pas y revenir, mais 2023, comment ça se présente par rapport... Est-ce qu'on retourne à 2019 comme c'était juste avant la pandémie? C'est un peu ça, très franchement. Il y a eu un effet rattrapage très fort
Dans les équipes, souvent on dit qu'en 2022, sur 6 mois, on a fait une année, parce qu'en fait, il y a eu vraiment la réaccélération. L'Asie s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, faut aussi se rendre compte. Donc il y a toujours une accélération très forte, on va dire un rattrapage. Mais nous voyons donc de la stabilité, de continuation, de la croissance. Comme en 2019, on a retrouvé en gros les chiffres pour notre part de 2019, actuellement la même volumétrie. Pas encore les collaborateurs, c'était 2500 à peu près en 2019. Vous y serez? C'est un but de retourner à ce chiffre-là de 2500 collaborateurs? Alors, je viens de faire des réunions internes où j'explique que je pense qu'on sera plus autant pour le même chiffre d'affaires, parce qu'il y a tout l'AI qui arrive et on devrait gagner en productivité, ce que les chercheurs disent, à peu près 15% grâce à l'AI. Donc, le talent et l'artificial intelligence va gagner à peu près 15% de productivité. Donc, je pense qu'à volume égal, on sera moins. Mais oui, absolument, on va largement dépasser le chiffre d'affaires de 2019 l'année prochaine. 2023 ou 2024? 2024. Autre thème, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la durabilité. Vous avez annoncé souscrire l'initiative Net Zero Event, donc la neutralité carbone des événements, de l'événementiel. Ça veut dire quoi exactement pour vous, cette ces zéro émissions nettes? Combien de compensations peut-être qu'il y aura? Peut-être commencer par combien de CO2 vous émettez chaque année? Vous l'avez mesuré? On l'a mesuré, mais alors je ne sais pas par cœur, hein, je suis obligé, je dois être franc. Donc on a en effet un programme ESG assez avancé chez MCI. Nous avons en effet souscrit à l'initiative du secteur, c'est une initiative sectorielle globale qui s'appelle Net Zero Carbon Events pour 2050, qui est en ligne avec les accords de Paris. Donc il faut réduire de 50% pour 2030 et ensuite 100% 2050. Pour moi, et vous l'avez évoqué, souvent c'est mal compris cet objectif net zéro carbone, parce qu'en effet, on ne peut pas forcément sur toutes les catégories productrices de CO2 aller à zéro. Et donc en effet, il y aura une partie à définir de cette compensation qui devra se faire par des programmes de compensation, c'est les carbon credits par exemple. Et ces émissions, qu'est-ce qu'elles concernent? Parce qu'on sait qu'il y a différents périmètres. C'est simplement celles de vos employés, ce sont celles des personnes qui vont participer à un événement. Quel est le cadre exact de cet objectif zéro net? Alors aujourd'hui, la réglementation et les projets de net zéro carbone considèrent déjà les émissions carbone des entreprises en propre. C'est-à-dire qu'en tant que notre société, ce qu'on émet. Dans notre évaluation de l'empreinte carbone, en tant que société internationale qui actif dans beaucoup de pays, c'est pas étonnant que notre émission numéro 1, c'est le transport, notamment aérien. Donc là, on va avoir forcément une dépendance à l'amélioration net zéro de l'industrie aérienne. Donc ils ont des plans en marche pour l'industrie aéronautique. Maintenant, ça va devenir plus dur. Il va y avoir bientôt de la réglementation où on va devoir, en fait, on va être aussi responsable des émissions de nos clients. Et donc nos clients de leurs prestataires. Donc ça, c'est vraiment la direction que les réglementations sont en train d'aller. Alors voilà, une étape, un escalier à la fois. En 2050, ce sera y compris celle de vos clients ou pas encore? Correct, c'est sûr. Vous parlez de Net Zero Carbon Event, c'est aussi la structure qui va valider, vérifier, faire des audits? Alors, pour les audits, il y a des certificateurs. Alors aujourd'hui, d'un côté, on a plusieurs agences qui sont certifiées ISO 20121, qui est donc une certification ISO pour produire des événements plus verts, on va dire. C'est pas net zéro, mais ça s'appelle Green Event. Par exemple, le gouvernement français oblige à être ISO 20121 pour travailler pour eux, donc par exemple pour le Forum de la Paix que vous avez évoqué tout à l'heure, que nous produisons. Donc il y a des certifications qui vont se mettre en place, il y a des outils sectoriels, donc une fédération qui est basée en Angleterre, qui s'appelle ISLA, a donc produit un outil qui s'appelle Trace, qui est donc utilisé, que nous sommes en train de former toutes nos équipes pour commencer par mesurer. Donc avant de décarboner, déjà il faut savoir où on en est. Donc on a commencé à faire ce pas de lancer la formation dans toutes nos équipes pour la prise de conscience sur les impacts carbone dans
la vie du projet. Dernière question sur ce thème, et pour terminer cette deuxième partie. C'est un bel objectif, sûrement, mais vous êtes actif aux États-Unis et vous avez remarqué qu'aux États-Unis, il y a une grande tension sur le sujet de l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Les républicains en particulier combattent une bonne partie des acteurs qui prennent ce genre de politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Ça pourrait vous faire peut-être même renoncer à une partie de votre objectif de zéro émission nette en 2050? Non, je renonce pas. Maintenant, je veux pas. Nous, on veut suivre ce que la réglementation nous impose. Donc, on essaie de l'anticiper en regardant dans quelle direction le dialogue se dirige. Mais je veux pas faire plus que ce qu'on m'est demandé pour le moment. Mais ça ne vous inquiète pas de peut-être devoir répondre devant la justice? Si un sénateur américain d'un État estime que vous êtes trop gauchiste, c'est quand même l'argument qui est avancé auprès de beaucoup de grands gérants d'actifs financiers. Prendre ce genre de politique, c'est aussi s'exposer à un risque. Oui, ok, on ira discuter. Sébastien Tondeur, gagner du temps en faisant du shopping dans un métavers ou un autre, vous seriez client? Non, pas dans le métavers, non. Est-ce qu'il y a un réseau social avec lequel vous n'avez pas accroché? Oui, Facebook. Jamais. Non. L'algorithme de LinkedIn, vraiment utile pour vous pour recruter? C'est un outil, ça fait partie de l'arsenal. Une technologie de paiement que vous préférez vraiment utiliser? J'adore la carte de crédit sur la montre, je kiffe. Merci Sébastien Tondeur d'être passé aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci. Merci à vous Frédéric Lelièvre. Merci Vincent. On se retrouve juste après la grande pause estivale pour de nouvelles rencontres. Profitez bien de votre été et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.